Si je vous dis que le premier gros choc de 2026 est un mélodrame sur la mort infantile et William Shakespeare, ça peut faire peur. Mais promis, Hamnet de Chloé Zhao n'est pas un prestigieux tire-à-l'arme en quête de récompense. Enfin, si, un peu, mais il est beaucoup plus que ça. Que vois-tu? Tu vivras. On le sait, être auteur à Hollywood, c'est plus compliqué que jamais. Et ça suppose une gymnastique difficile entre des projets personnels, mais bien souvent indépendants, et la reconnaissance publique et commerciale que peuvent donner de très grosses franchises. Ces films-là peuvent avoir parfois une patte affirmée, et on les salue quand c'est le cas, mais ils servent aussi à donner du poids à un réalisateur et à aider la mise en chantier de ses projets les moins aimables par la suite. Souvenez-vous de l'époque pas si lointaine où Christopher Nolan avait le soutien complet de Warner Bros. Pour réaliser le Prestige ou Inception entre deux Batman. Si je parle de ça, c'est que Chloé Zhao, parce que oui, j'ai appris que ça se prononçait Zhao, n'a pas réussi à suivre cette même trajectoire. La faute à un Hollywood qui a bien changé en à peine 10-15 ans. Pourtant, la réalisatrice d'origine chinoise a été très vite remarquée pour la sensibilité de sa mise en scène, notamment dans sa manière de filmer la nature et l'ancrage en son sein de tradition et de culture. C'était particulièrement le cas avec son deuxième film, le sublime The Rider, œuvre hybride entre la fiction et le documentaire sur un cow-boy anachronique, ancienne star du rodéo, qui doit retrouver un sens à sa vie après un accident au cœur d'une réserve Sioux qui porte en elle les stigmates de son histoire. Et puis, en 2021, il y a eu un sacré grand écart. D'un côté, Chloé Zhao a connu la consécration avec Nomadland, film sur la solitude et la précarité dans les tréfonds des États-Unis. Ce film, dans la continuité de The Rider, est reparti avec l'Oscar de la meilleure réalisatrice et l'Oscar du meilleur film, intronisant Zhao comme une autrice à suivre. Et de l'autre, la réalisatrice a sorti son premier blockbuster, le Marvel, Les Éternels, qui a non seulement été un flop au box-office, mais est souvent considéré comme l'un des pires films du MCU. Alors, à écran large, on est plutôt des défenseurs des Éternels. Mais je dois avouer avoir fait partie des déçus. J'ai bien vu que Chloé Zhao voulait y apporter quelque chose de plus poétique et une réflexion sur nos mythes à travers les super-héros, mais ça n'allait jamais vraiment au bout de sa logique et ça restait parasité par l'éthique habituelle de Marvel, notamment du côté de l'humour relou et du teasing gratuit qui mène à rien. Et franchement, on était tous surpris qu'une telle réalisatrice accepte une commande de ce type, ce qui semblait prouver à quel point c'est devenu une sorte d'étape obligatoire dans une carrière de cinéaste. Mais le twist, c'est que Chloé Zhao est une lectrice assidue de comics. Et c'est elle qui avait contacté Kevin Feige pour lui dire qu'elle serait ravie de faire un film du MCU parce qu'apparemment, elle adore l'univers. Là où c'est encore plus drôle, c'est qu'au final, Hamnet, qui semblait être un retour aux sources vers le drame intimiste taillé pour les Oscars, est au final la première vraie commande de Chloé Zhao. Alors, je mets de gros guillemets, parce qu'elle ne s'est pas sentie obligée de le faire, et de ses propres dires, elle a surtout hésité à accepter le projet, parce qu'elle ne se sentait pas de taille à s'attaquer aussi frontalement au sujet de la mort, alors qu'elle s'estime elle-même en être terrifiée à un niveau maladif. Mais justement, elle y a vu aussi la possibilité d'une véritable catharsis. D'autant qu'il semble tout de même difficile de refuser un projet aussi alléchant, livré sur un plateau d'argent par les deux producteurs prestigieux qui ont commencé à le développer avant elle, à savoir Steven Spielberg et Sam Mendes. Et oui, rien que ça. Hamnet, c'est l'adaptation du roman du même nom de Maggie O'Farrell, qui fictionnalise la vie privée de William Shakespeare et de sa femme Anne Hathaway, qui n'est pas jouée par Anne Hathaway, mais par Jessie Buckley. De toute façon, elle s'appelle Agnès dans le film, sans doute le signe d'une époque où les prénoms des gens pouvaient parfois changer avec le temps. Et puis, comme le dit le carton d'introduction, les prénoms Hamlet et Hamnet sont interchangeables et c'était justement le point de départ du roman. C'est même sa question passionnante. Est-ce qu'on peut projeter dans la célèbre tragédie une lecture finalement très personnelle de Shakespeare, qui a vraiment eu deux filles, Susanna et Judith, et un fils, Hamnet, mort à l'âge de 11 ans. Pour autant, le film est loin d'être un simple biopic qui s'amuserait avec les zones d'ombre de son histoire. À vrai dire, comme dans le livre, le récit adopte le point de vue d'Agnès, qu'on découvre dans un premier plan somptueux, lové contre une souche d'arbre en pleine forêt. Quelque part entre le fœtal et le cadavérique, cette position marque déjà une interconnexion de l'humain avec la nature, un cycle de la vie que le personnage connaît bien, mais qu'elle n'est pas encore capable d'accepter. Ce plan, c'est aussi l'occasion pour Zhao d'affirmer le renouveau de sa mise en scène, dont le naturalisme délicat s'accompagne ici d'un lyrisme plus affirmé. Alors, j'y vois quelques mini fautes de goût, comme le fait d'avoir confié la musique,
très bien par ailleurs, à Max Richter, mais pour se complaire à la fin à utiliser son célèbre morceau On the Nature of Daylight, que tout le monde régurgite en cas de film triste. Après, c'est toujours mieux qu'une cover pourrie d'Alléluia, je suppose. Mais si je pinaille, c'est que je vois en Hamnet le film le plus maîtrisé de Zhao, dont la mise en place accentue une symphonie du vivant et du charnel. Son plan introductif en est révélateur. En épousant la forme de la souche d'arbre, Agnès comprend la nature et possède même un instinct mystique qui lui vaut d'être considérée comme une sorcière des bois par ses voisins. C'est dans ce contexte qu'elle rencontre ce certain William, précepteur et fils d'un gantier endetté qui tombe amoureux d'elle. Chloé Zhao ne se contente pas de filmer les arbres comme Terrence Malick, et trouve son propre ton grâce au travail de la photographie incroyable de Lukas Tzal, à qui l'on doit à la fois les merveilleux Ida et Cold War de Pavel Polikovski, mais aussi le chef-d'œuvre de Jonathan Glazer, La zone d'intérêt. Et il y a d'ailleurs un équilibre un peu étrange entre ces deux pôles, avec d'un côté ces jeux de lumière et de clair-obscur contrastés et incarnés dignes de peinture, et de l'autre ces courtes focales parfois plus froides et observatrices, à l'instar du côté caméra de surveillance de La zone d'intérêt. De cette façon, le film capte d'abord avec attention une passion des corps, une passion créatrice. Et je ne parle pas seulement de l'enfantement pour ça. Car derrière le talent pour les mots de William, Agnès est aussi présentée par la réalisatrice comme une narratrice, quelqu'un qui interprète les signes du monde qui l'entoure et ses propres rêves. Malheureusement, cette communion avec la Terre est toujours hantée par la disparition, par un abîme représenté par un trou au cœur de la forêt, sur lequel le film zoome inexorablement avant de la matérialiser d'une autre manière sur une scène de théâtre. Il y a là-dedans une attirance, mais aussi la leçon la plus dure à accepter. Quoi qu'on fasse naître dans ce monde, c'est voué à nous échapper, à être aspiré par le vide. Être ou ne pas être, telle est la question, comme le dit le célèbre monologue de la pièce, mais je préfère sa seconde version. Être ou ne pas être abonné à Écran Large, il n'y a pas de débat. Puisqu'il est important de soutenir vos médias indépendants préférés à l'heure où on est beaucoup à subsister face aux grands groupes qui bouffent tout sur leur passage, et on voit la qualité de l'info que ça donne derrière. Écran Large continue d'exister grâce à vous, mais pour qu'on continue à vous offrir la majorité de nos contenus gratuitement, comme ces vidéos, le mieux c'est de vous abonner à notre site, contre quelques euros par mois. Il y a des contreparties en retour, comme des articles exclusifs chaque semaine, le lien est dans la description. Pour en revenir à Hamnet, sa beauté réside dans cette douleur du deuil à laquelle on est tous confrontés, et qu'il rend aussi universel que la pièce soi-disant inspirée par son drame. Bien sûr, de ce point de vue-là, le film doit beaucoup à ses comédiens. Paul Mescal est à son meilleur dans la peau de ce Shakespeare fragile et en retrait, autant sur le plan émotionnel que sur le plan physique, puisqu'il ne cesse de faire des allers-retours entre la ville de Stratford et Londres, où il est en train de s'imposer en grand dramaturge dans le hors-champ. Son absence est une culpabilité, un bouillonnement qui ne peut devenir cathartique qu'au travers de son acte créatif. Mais c'est surtout Jessie Buckley qui s'impose, justement parce qu'Agnès est le contrepoint de son mari. L'authenticité et le caractère brut de ses émotions ne cherchent pas de détour et devient aussi déchirant que ce cri qu'elle pousse au moment de la mort de son fils. L'actrice est sans grande surprise la favorite pour les cérémonies de récompense en ce moment, et c'est amplement mérité. Mais derrière ce rapport au deuil, Hamnet est avant tout un film de transfert. Ce que je n'ai pas dit avant, c'est que les deux derniers enfants d'Agnès sont des jumeaux. Et c'est sa fille Judith qu'elle craint de perdre à la naissance et qui montrera à partir de là une santé fragile. Et il lui arrive ce qu'elle redoutait le plus. La peste bubonique l'attaque jusqu'à ce qu'Hamnet prie pour prendre la place de sa sœur. Ce transfert, là encore mystique, devient le geste fondateur du film, qui se connecte à la notion de filiation et de partage, jusqu'à ces 15 dernières minutes dévastatrices où le récit d'Hamlet trouve un sens plus intime à l'aune de ce qu'on a vu. Shakespeare ressuscite temporairement son fils et incarne lui-même le fantôme du roi du Danemark, comme pour faire à son tour un échange impossible. Le transfert est là, dans l'éternité d'une œuvre, qu'on peut imaginer être né de la finalité d'une existence. Alors préparez les mouchoirs parce que rien que pour ça, Hamnet vaut le détour. Mais comme je le disais, c'est pour moi le premier choc de 2026 parce qu'il esquive le piège habituel du mélo tire-larme de festival qui n'a rien de plus à offrir. À l'image de cette nouvelle lecture fantasmée qu'il nous donne de la pièce de Shakespeare, on sent que le film dépasse son apparente simplicité. C'est même au fond son sujet. La tragédie d'Hamnet, et peut-être plus généralement du cinéma de Chloé Zhao, réside dans ces moments de grâce du quotidien, ces instants anodins pour les personnages, mais dont la caméra capte l'importance, comme si elle enregistrait des souvenirs déjà disparus, dont on tirerait tous le maximum si on savait ce qui nous attend. Mais c'est là tout le paradoxe. On ne peut pas vivre en ayant conscience à chaque instant de l'épée de Damoclès au-dessus de nos têtes et de celle de nos proches. C'est ce poids de la mort qui engendre encore plus de morts dans Hamlet, dans un cercle vicieux qu'Agnès et William essaient pour leur part
de briser avec leurs armes respectives. Donc en résumé, foncez voir Hamnet, c'est le film de ce mois de janvier. Et n'hésitez pas d'ailleurs à dire en commentaire ce que vous en aurez pensé, et comme d'hab, je vous invite à liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puisque l'année démarre vraiment pas mal, vous pouvez également retrouver la critique enthousiaste de Mathieu sur 28 ans plus tard, Le Temple des Morts. Allez, à la prochaine. Ciao.